Bruno Cochet, je suis responsable commercial chez Inverture. Inverture est une société française qui distribue des add-ons autour de SAP. Donc on est présent sur 3 stands. En haut, vous pourrez, si vous avez encore le temps, passez nous voir, pas de problème. Cet après-midi, pour terminer en fait l'après-midi, on a la chance d'avoir Marc Lebon avec nous de EDF, qui a bien voulu communiquer sur l'utilisation de la solution RevTrack, donc qui va vous présenter chez EDF, sur l'application SIM, depuis maintenant une dizaine d'années, 2011 je crois. Ouais. Donc je vous laisse dans les mains de Marc, et puis à la fin, toutes les bonnes questions que vous pouvez avoir, n'hésitez pas, et puis on sera là pour répondre aussi. Okay. Bonjour à tous. Alors déjà, je vous remercie de venir m'écouter et de ne pas avoir fait le choix de rentrer en train trop tôt. Donc je suis vraiment content. C'est à la limite tant mieux. On est dans un petit groupe, donc ce sera peut-être plus facile aussi pour échanger. Donc moi, je suis en charge de l'application SIM à EDF. Je suis responsable du MCO, du maintien en condition opérationnelle de cette application. Alors, quand on m'a demandé de faire un topo un Rex sur RevTrack, au départ, j'étais un peu ennuyé parce que ça fait 10 ans que notre application est dans notre paysage. Et vous savez tous, quand on passe devant un paysage tous les jours et qu'il n'y a pas de problème, tout se passe bien, on en oublie même presque l'existence de tel et tel détail. Alors, donc justement, moi, c'est l'opportunité aussi pour moi, je vais vous présenter notre application, notre système d'information, qui est un système d'information qui est très gros, qui est complexe, qui est intéressant. Et de fil en aiguille, nous verrons pourquoi on ne peut pas se passer de RevTrack. En fait, RevTrack, on a besoin d'un certain nombre d'outillages pour faire fonctionner le tout, dont RevTrack, qui est une pièce importante dans notre paysage. Ça ne marche pas. On m'avait promis une télécommande. Ah, voilà, c'est bon. Donc ça, c'est le plan de la présentation, donc peut-être une grosse partie sur notre système d'information. Après, on zoomera un peu sur RevTrack. Alors, pour les questions plus précises, je pense que Bruno Cochet sera peut-être encore plus à l'aise que moi pour en parler. Et puis, je ferai un zoom sur un petit projet de MCO qui nous occupe actuellement, qui concerne RevTrack. Alors, présentation de l'entreprise, je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas EDF, Électricité de France, non, ça va. Alors, donc EDF, on commercialise des contrats d'électricité, mais aussi de gaz, depuis l'ouverture du marché. Donc l'ouverture du marché, c'est 2004 pour les clients entreprises et professionnels, et 2007 pour les clients particuliers. Donc en 2007, on avait 100% de part de marché. Aujourd'hui, on en a à peu près 70%. Donc il y a une concurrence qui est quand même forte. Hein. On résiste, mais la concurrence est là. Qu'est-ce qu'il y a donc 23 millions, il nous reste 23 millions de clients, donc ça vous laisse entrevoir la taille de l'infrastructure que l'on doit avoir. Alors, donc ici, c'est l'organisation d'EDF. Alors, ce n'est pas un slide corporate, hein, c'est moi qui ai fait ça hein, dans mon coin, mais le but, c'est de vous montrer un peu où on se situe, ici. Donc à EDF, évidemment, il y a une grande partie de production nucléaire et thermique, d'énergie renouvelable, avec un parc important d'hydraulique, du solaire, des énergies renouvelables solaires et éoliennes qui sont en plein essor. Ici, vous avez une partie trading, optimisation amont-aval, donc c'est les marchés de gros. Hein. Le marché de l'électricité, comme le marché du gaz, on en parle pas mal en ce moment d'ailleurs dans l'actualité, c'est un marché à la plaque européenne, donc il y a besoin d'opérer sur les marchés de gros. Et donc nous ici, on est ici dans cette partie client, service et territoire, avec grosso modo deux grandes
parties, le marché des clients particuliers, le marché entreprise professionnelle. On travaille avec beaucoup de filiales, des filiales EDF pour vendre des services. Par exemple, pour les particuliers, Easy by EDF, si vous avez des travaux à faire chez vous. Pour des entreprises ou des collectivités locales, Dalkia pour des solutions de chaleur, de cogénération. Voilà, on travaille en lien. Et donc, on a ici notre DSI numérique commerce, en fait, qui est à cheval sur ces deux marchés-là. Voilà. Donc, moi, je suis dans cette partie-là. Là, on va vous parler, on va faire un zoom sur le marché des clients particuliers. Et dans notre organisation, on travaille aussi énormément avec, voilà, on est dans un groupe EDF avec, donc on a une DSI groupe et une direction des services informatiques télécom, un service IT qui est une partie prenante importante dans notre activité de tous les jours. Voilà, on va passer. Alors, donc ça, c'est la cartographie du système d'information de la clientèle particulière d'EDF, une cartographie même un peu simplifiée. Et l'application dont je m'occupe, elle s'appelle SIM, Système d'information marché de masse. C'est le CRM et l'ERP d'EDF, du marché des clients particuliers. Donc c'est l'application qui porte les contrats, qui est interfacée avec plus d'une vingtaine d'applications, que ce soit des applications dans notre périmètre, des siennes, des applications de filiales de partenaires, distributeurs, donc distributeurs très importants, puisqu'en fait on reçoit les relèves des compteurs d'électricité et de gaz d'Enedis ou de GRDF toutes les nuits, et on les intègre dans notre système qui calcule ensuite les factures à partir des index, et qui après gère la partie d'envoi des ordres de prélèvement et qui reçoit aussi également de notre pivot bancaire notamment. Alors il y a toutes les applis aussi de compta évidemment, hein, mais de notre pivot bancaire les paiements, et qui fait ce rapprochement. Alors donc là, vous voyez, là, je vous ai parlé de la partie cœur avec une partie d'éditique qui édite les factures. Et puis de fil en aiguille, on a enrichi notre système d'information avec pas mal de briques. Une brique pour les canaux entrants, par exemple, on s'appuie sur du Genesis. Beaucoup de parcours omnicanaux clients conseillés avec des web apps pour accélérer faciliter la productivité des conseillers pour de la conquête de clients, de la conquête justement des campagnes marketing. Beaucoup d'entrepôts de données, d'outils de pilotage opérationnel, marketing, financier, etc. Des couches aussi de médiation avec du SSO, avec maintenant de l'API management, donc des processus. Donc on orchestre des processus, par exemple, un processus qui est très complexe à orchestrer, c'est les processus de coupure. Coupure, déplacement pour impayé, donc où on donne entre guillemets l'ordre à un technicien d'aller couper ou limiter le courant à un client qui n'a pas réglé sa facture, avec des contraintes très particulières. On ne peut pas faire la même chose l'été comme pendant la trêve hivernale. Voilà, il y a des choses comme ça. De l'API management, donc vous pouvez demander à Alexa par exemple de vous mettre une playlist préférée, et aussi de vous remonter le montant de votre facture EDF pour ceux que ça intéresse. Donc toujours est-il que, alors ça fait sourire, mais ça a permis aussi de mettre en place un certain nombre de capacités dans l'entreprise. Je regarde ma montre, ça va, on est dans les temps, c'est parfait. Alors, notre application, donc, on verra que c'est du SAP, hein. C'est une application qui a été lancée en 2005, donc c'est une application qui a 16 ans maintenant,
Donc c'est quand même une application qui a un âge respectable. Donc elle a été lancée en fait pour préparer l'ouverture du marché de 2007 dont je vous ai parlé. Puisque avant cela, on avait une application complètement intégrée en fait, commercialisateur et distributeur pour Enedis, une application qui datait de 1969 d'ailleurs et qui a été, pour la petite histoire, décommissionnée, je crois seulement l'an dernier, parce que c'était vraiment le cœur prégnant de gestion des compteurs d'électricité, avec tout ce qui est avec aussi, hein, les déplacements des techniciens pour des opérations de réglage de compteurs, etc. Ensuite, dans ce chemin-là, il a fallu donc migrer de cette ancienne application vers la nouvelle, à l'époque, application SIM. À l'époque, c'était à peu près 30 millions de points de livraison clients, etc. Donc ça a été un chemin qui s'est étalé sur 4 ou 5 ans. En 2012, quelque chose comme ça, je regarde mon anti-sèche, non, plutôt 2013, on a webisé SIM, parce qu'au départ, le conseiller, il faisait du SAP GUI, hein, donc bon, pour la productivité, ce n'était pas forcément l'idéal. On a webisé avec CRM7. En 2018, on a fait un changement majeur d'infrastructure. On est maintenant sur une infrastructure d'Exadata, d'Oracle. Donc ce sont des appliances d'Oracle qui sont complètement optimisés pour les performances. Donc ça aussi, ça a été un gros chantier, puisqu'on a un aspect performance qui est vraiment critique pour notre activité. L'an dernier, en 2020, en plein confinement, on a fait notre migration Unicode pour se préparer pour après passer cette année des EHP et se mettre conforme. Disons qu'on a jusqu'à 2027-2030 maintenant pour réfléchir à mettre en œuvre notre stratégie ANA en fait. Ça, c'est l'historique voilà. Donc le changement majeur d'infrastructure, oui, c'était lié effectivement à l'arrivée aussi des déploiements massifs des compteurs Linky qui potentiellement peuvent remontent des index tous les mois. Donc, alors qu'avant, on avait des index tous les 6 mois, les index réels. Enfin, on avait des index estimés tous les 2 mois, mais c'est lié notamment, entre autres, à l'arrivée des compteurs Linky. C'est bon. Alors les chiffres clés, donc je vous l'ai dit, on a 23 millions de clients, on est 24,5 millions de contrats à peu près, si on met on est peut-être plutôt à 25 maintenant avec le gaz. On a 9000 utilisateurs, en tout cas des gens déclarés dans l'application, dont 6000 conseillers. Donc ça fait quand même une volumétrie importante. Alors c'est pas forcément 6000 agents EDF, hein. On fait appel aussi à des centres externes de conseillers externes. Par contre, tous en France. On fait pas de offshore, ça fait partie entre guillemets de la marque EDF, hein, de relations clientèle. Les prélèvements, voilà, entre 600 000 et 1 million de rapprochements. Les factures, on est entre 200 et 400 000 factures par nuit applicative, donc il faut de la robustesse. Et puis, donc, tout cela nous amène à une bonne dizaine d'environnements différents sur nos différentes instances d'SAP, puisque notre architecture fonctionnelle, voilà les composants que l'on a. Donc, alors le cœur, hein, on est bien sûr sur l'ERP ASU, donc Industry Specific Utilities, donc c'est le module spécifique pour les utilities, c'est-à-dire les entreprises qui gèrent des flux d'électricité, de gaz ou d'eau notamment, donc qui ont des problématiques de compteurs avec des index. Donc cette partie-là fait toute la gestion des contrats, de la facturation. On a la partie CRM. Alors la partie CRM est moins utilisée qu'avant parce qu'on a, comme vous l'avez vu dans la partie d'avant, on a développé des couches au-dessus de web app, de parcours
omnicanaux. Néanmoins, pour un certain nombre d'actes de la vie courante du contrat, le conseiller il va dans le CRM. On a au-dessus le portal EP qui a permis de webiser SIM, de gérer l'authentification avec notre SSO d'entreprise. Par contre, la partie BI, BW en dessous est beaucoup moins utilisée et on s'en sert finalement maintenant parce qu'on a enrichi avec des applications de reporting et on s'en sert maintenant quasiment que comme une sorte d'ETL en fait, avec en parallèle quand même notre ETL qui est là, parce qu'on a plus d'une vingtaine d'applications, je vous ai dit, avec qui on échange des flux via l'ETL ou en direct via BW, puisque c'est issu d'un historique, hein, comme d'une quinzaine d'années. Oui, on a de l'ordre de 250 flux recensés, je crois, dans notre inventaire des flux d'échange en nuit applicative. La plupart quotidiens, certains hebdo, certains mensuels pour des aspects comptables, etc. Voilà ce qu'on peut dire. Donc on est vraiment sur des couches SAP et sinon à droite, une couche Informatica. Dans notre organisation, donc un changement majeur pour nous dans notre organisation, donc à EDF, on est un peu comme un gros paquebot, c'est-à-dire qu'on est gros, lourd, et puis les changements de direction, c'est toujours un peu lourd, compliqué, on les fait. Et alors ça a très bien fonctionné jusqu'à présent, hein, au démarrage, hein, on avait 2 versions par an, 2 versions fonctionnelles majeures par an. Ça marchait très bien, mais il y avait aussi quand même une certaine lourdeur, une certaine inertie, avec en plus une concurrence qui s'intensifiait. Et puis, comme je dirais, la majorité des entreprises, peut-être un petit peu plus tard que les autres, mais ça c'est aussi lié à notre complexité interne, on a fait ce chemin de transition en agile, hein, qui a dû s'étaler peut-être sur 1 an et demi, 2 ans quand même, depuis 2018, on est vraiment complètement en agile, l'ensemble de notre activité est en agile. On méthode Scrum, on a des sprints de 3 semaines, hein. Ça peut être 2, alors effectivement ce qui est souvent recommandé c'est 2 semaines, nous on est sur des sprints de 3 semaines. Et on fait des MEP toutes les semaines. Voilà. Donc c'est calé. Voilà ce que je peux vous dire. C'était écrit sur le slide. Alors, avec cette complexité, et c'est là où progressivement on arrive sur l'outil RefTrack, que vous devez connaître un petit peu, je pense, si vous êtes là. Voilà l'ensemble des environnements que l'on a. Donc on a un nombre d'environnements quand même conséquent. Et donc chaque environnement a une utilité vu notre contexte. On va le voir après, évidemment, l'intérêt de RefTrack, c'est de transporter de manière cohérente le code, les développements que l'on fait dans les différents environnements. Donc là, on a le chemin en fait d'une évole qui, alors, non, on ne parle pas du bac à sable, hein, qui est pas couplé à RefTrack, mais quand on a une évole, on appelle ça chez nous des MVP, mais bon, qui sont engagés, donc on a le process d'intégration pour développer l'évole, et puis après on a le process de déploiement pour aller jusqu'à la MEP. Donc notre évole, eh ben, elle va cheminer elle va faire tout ce chemin-là, ouais, comme ça, parce que chaque environnement a une utilité, une importance pour notre contexte. Donc on a évidemment les environnements de développement et puis d'assemblage, donc ça c'est des particularités des SAP avec l'ABAP,
Et l'environnement vraiment crucial, c'est l'environnement de recettes applicatives sur lequel se plug aussi pas mal d'applications. Vous avez en tête la cartographie que je vous ai montrée, pas mal d'applications qui vont faire de la recette dessus. Mais c'est un environnement qui est très en avance par rapport à ce qui est en prod, très en avance sur les développements. Et quand on a le Go, on a donc un environnement de recettes de bout en bout, donc pour une recette, là pour des problématiques plus complexes d'interaction entre de notre SI. Un environnement très important, c'est la pré-production. Alors cet environnement-là, lui, il est dimensionné à l'identique de la prod, donc il est en double salle hein, dans le data center avec les deux appliances Exadata. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on fait les tests de performance, que ce soit vérifier les temps de réponse pour le transactionnel, des tirs de charge de robustesse, vérifier que les nuits applicatives ne sont pas dégradées, etc., etc. Vérifier que l'exploitabilité reste la bonne et qu'on reçoit les logs, que les logs sont exploitables, etc., etc. Donc un environnement extrêmement important pour nous. Ensuite, on a la prod, on a le secours de prod, et ici, on a une mini-chaîne de développement pour développer les anomalies, des correctifs urgents, en fait. Si jamais on a une anneau bloquante en prod, eh ben on va, plutôt que de repasser par là, parce qu'entre-temps, il a beaucoup évolué, là, on a quelque chose, ici, un environnement de recette qui est identique à la prod, et ici, on peut faire des devs. Et ici, il nous est très important aussi parce que tous les mois, on a des changements de paramétrage à faire pour mettre à jour des tarifs, des montants de taxes, etc., etc. Donc on le recette à partir de cet environnement-là. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement... ouais. La pré-prod, ouais, celui-là. Et quand vous avez un correctif urgent, comment vous testez en performance votre correctif urgent? S'il est en performance, bon, on va squeezer, on va le tester ici. Hein. Ouais, on va le tester ici, ouais, bien sûr. Il y a du report un peu entre chaque environnement. Oui, après, ça se fait de manière... c'est moins automatique, hein, voilà, mais effectivement. Alors ici, on est sur un cycle nominal de 13 jours pour passer de là à là. Mais c'est le cycle nominal est théorique. On peut aller beaucoup plus vite selon le contexte quand c'est vraiment un truc urgent, un correctif, etc. On peut aller beaucoup plus lentement quand il y a une phase de recette bout en bout qui doit avoir lieu et qui doit se faire, ou quand il y a une phase de recette de perf qui doit avoir lieu. Mais il y a plein d'évolutions parmi les mises en prod qu'on fait hebdomadairement. Il y a plein d'évolutions qui ne nécessitent pas. Et donc là, on est dans un cycle nominal. Ça doit être livré le jeudi soir à J-13. Ici, on le met le lundi. Ici, ça passe le mardi, etc. Enfin, je n'ai plus tout le synoptique en tête. Et en général, c'est nos petites habitudes. On fait nos MEP le mercredi soir. Voilà, à partir de 20h15, quand les centres ferment. Voilà. Alors, RevTrack, évidemment, a été nécessaire. On s'est vite rendu compte, assez vite dans le projet, hein, on était peut-être en 2010, qu'on avait besoin d'un outil pour faire ce transport de code. Et je dirais qu'on en a encore plus besoin maintenant qu'on est passé en mode agile avec des MEP hebdomadaires. Alors, bon, RevTrack, après... Là, je ne suis pas forcément très calé pour vous expliquer en détail le fonctionnement de RevTrack. Moi, je l'utilise quasiment peu parce que c'est l'outil vraiment quotidien de notre intégrateur, hein, de nos intégrateurs, parce qu'en fait, on a deux gros intégrateurs qui sont sur des périmètres différents et complémentaires et qui travaillent ensemble.
Voilà. Donc RevTrack, ça permet de transporter du code. Le développeur, quand il modifie un morceau du programme dans SAP, ce morceau de programme est isolé dans ce qu'on appelle un ordre de transport qui permet après d'aller transporter le code d'un environnement A, par exemple développement, vers l'environnement suivant et de gérer ça de manière cohérente. Après, quand on a plusieurs OT, ils sont regroupés dans une RT, donc c'est une requête RevTrack qui regroupe plusieurs OT. Et après, plusieurs RT sont regroupés dans ce que nous on appelle une PTI, c'est-à-dire une procédure technique d'installation qui regroupe à la fois un certain nombre d'ordres de transport de requêtes RevTrack et aussi très souvent ce qu'on appelle des gestes de paramétrage à faire par l'infogérant. Ça peut être lance telle transaction SAP, change tel paramétrage ou lance tel programme spécifique qui va aller te faire tel job, par exemple. Là, j'ai mis quelques copies que j'ai trouvées dans un support de formation de l'intégrateur. Hein, quand il arrive, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi on a détaillé ça. Donc là, vous voyez, on a différentes copies de RevTrack. On a touché à la fin. Il faudra que je laisse un peu de place pour des questions. Donc là, donc là 56 000 requêtes RevTrack. C'est assez conséquent. Alors un petit zoom, puisqu'il fallait qu'on parle de RevTrack aussi aujourd'hui, un petit projet en termes de MCO, de maintien en condition opérationnelle que l'on a actuellement à traiter. C'est tout simplement un upgrade de notre version de RevTrack qui aujourd'hui est dans une version obsolète. Donc on va passer de la version 7 à la version 8. Bon, c'est un projet qui va se passer sans difficulté majeure. On a juste un petit point de complexité, c'est qu'en parallèle, donc, notre outil RevTrack, il est couplé à notre outil, un outil de ticketing d'activité. Donc nous, on utilise Jira pour l'ensemble de nos équipes agiles. Alors c'est très important parce que, en fait, au fur et à mesure de l'évolution, et notamment au moment de la mise en prod, il y a une mise à jour automatique, ça permet une mise à jour automatique de cet outil RevTrack. Alors vous pourrez me dire, bon, pourquoi, ouais, c'est du luxe. Pas forcément, parce que vu le nombre de tickets que l'on a, et vu un certain nombre de contraintes, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a eu un audit, hein, on est très souvent audité hein, par la sécurité SI, par des commissaires aux comptes, des choses comme ça, et on nous a demandé, mais prouvez-moi que le patch sécurité critique publié par SAP, c'était peut-être en mars, là cette fois-ci, celui de mars, prouvez-moi qu'il a bien été mis en prod. Et bien justement, grâce à cette automatisation de clôture de tickets, ça nous permet de suivre correctement les choses. Et en parallèle, quand on a mis en place notre passage à l'agile en 2018, on l'a fait avec Jira, sauf qu'on a fait un Jira spécifique pour notre projet SIM. Et puis, entre-temps, on s'est un peu fait rattraper par la patrouille et on nous dit, écoutez, il y a un Jira commun à l'ensemble d'EDF pour tous les projets agiles. Ce serait bien que vous, SIM, vous rentriez dans le rang pour des questions de mutualisation aussi des coûts. Sauf que Jira, c'est une super boîte à outils, mais qui, après, c'est la façon dont on l'utilise, dont on la paramètre qui est importante. Donc, en fait, la difficulté de ce projet, c'est de faire accoster finalement les deux projets ensemble de manière cohérente. Voilà. Donc, on va les faire accoster à une semaine d'intervalle, mais on prépare cette partie-là.
Voilà, moi j'en ai terminé avec mon exposé. Merci de votre écoute, votre attention, et puis je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement, RefTrack, par rapport à passer les ordres de transport SAP standard? C'est là que j'ai pas vu l'apport de RefTrack. Je vois pas trop à quoi il vous sert là-dedans en fait. Ben, il nous sert à transporter de manière cohérente dans les différents environnements. À packager avec les différents environnements, de mise en production, avec le BI, ainsi de suite. À part ça, en fait, c'est ce qui vous apporte le plus en fait. Ouais, c'est cheminer en fait. Le cheminement, après, bon, c'est un cheminement d'ordre de transport, mais ça vous permet de packager les mises en production avec des phases avec les différents environnements en même temps. C'est surtout ça que ça vous apporte. Alors on ne les fait pas en même temps. Hein, non, je ne parle pas de cela, je parle de votre slide précédent. Ah oui. Le CC, le oui. système, et ainsi de suite. Oui, entre autres, ouais. Oui, et puis je pense que ça améliore en productivité également, parce que vous voyez, toute cette opération, je dirais on va dire à partir de ce moment-là, quand cette partie-là, cette partie-là, c'est plutôt notre intégrateur fonctionnel, nos équipes agiles qui font le transport et qui commencent à préparamétrer RefTrack. Mais à part pour la phase de déploiement, là, on passe sur notre intégrateur technique, hein, donc une équipe, en gros l'équipe en charge des infrastructures, du paramétrage des infrastructures de notre équipe GConf, hein, de gestion de configuration. Et vu le nombre d'environnements, on a besoin d'une certaine automatisation. C'est surtout ça là. Parce qu'il faut le voir comme un workflow en fait, ouais. D'automatisation de bout en bout des tests. Quand on part de la gauche, alors peut-être pas complètement de la gauche du bac à sable, mais en tout cas des environnements de développement jusqu'à la production, de permettre de gérer, d'automatiser en fait un workflow de gestion des changements dans les tests jusqu'en production, en gérant la sécurité, en gérant la qualité en fait des données, du code en fait qui est généré, et de pouvoir aussi alerter en cas de problématique toutes les équipes, toutes les personnes qui peuvent être dans le cycle de développement de l'application. Donc c'est vraiment, il faut le voir vraiment comme un workflow qui vient s'interfacer avec tous les outils qu'on peut avoir pour déployer ce genre de solution, et qui vient s'interfacer avec ces informations-là. Si je peux me permettre, excusez-moi, j'ai plus de voix, c'est pour ça que je peux intervenir plus tôt. 2 journées. Ah ouais, fin de la convention. Donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est un outil qui va vous permettre d'automatiser. Vous voyez bien toute la présentation de Marc vous a montré qu'il y a des énormes flux. C'est quelque chose de lourd. Donc déjà, ça va vous permettre d'automatiser, de rendre plus rapide, parce que si vous devez commencer à partir avec des mails, à demander des autorisations à gauche, à droite, c'est impossible. Et vous êtes de plus en plus, c'est la pression du métier qui fait que vous devez accélérer en permanence vos livraisons, et en particulier en métier agile. Donc ça va automatiser, rendre plus rapide, sécuriser. Je sais que cet outil, on l'a mis en place à la mairie de Paris, et le jour où on a dû faire la formation des développeurs, donc pour les administrateurs, c'est 2 jours de formation, pour les développeurs qui vont l'utiliser, pour les personnes, les amis qui vont l'utiliser, c'est 2 heures. Donc on était à cette formation. Première chose, les développeurs disent, mais vous voulez nous fliquer, parce que ça génère une piste vite. On sait qui a envoyé le mauvais transport en prod, direct. Donc déjà, non, c'est pour vous protéger, pour pas vous accuser à tort, déjà. Deuxième chose, comment on fait maintenant pour forcer le passage vers la prod? Justement, c'est qu'on ne force plus le passage vers la prod, sauf à avoir accueilli toutes les autorisations nécessaires, avoir tous les tampons. C'est comme passer une frontière à chaque fois. C'est sûr que vous pouvez passer à toute vitesse comme ça, dans cas de problème, par qui on se retourne. Là, ça vous sécurise votre production. C'est plus rapide, plus sûr, et ça allège beaucoup l'administration. Par rapport à des solutions concurrentes, cette solution, elle va vous permettre de... Ce qui est typique, c'est que quand j'ai dit à Marc, est-ce que vous pouvez intervenir? Il me dit, mais j'ai rien à dire. Mais moi, personnellement... je sais qu'en informatique, si on n'a rien à dire sur un outil, c'est qu'il nous fiche la paix.
il marche. Voilà, on ne va pas tous les jours se dire je vais remettre de l'huile dans ma 4L, je vais vérifier la pression des pneus et tout. Ça fonctionne, qu'est-ce qu'on demande d'autre? Et c'est pour moi, c'est vraiment ce qui était intéressant chez Marc, c'est qu'il m'a dit mais j'ai rien à dire. Je lui ai dit mais c'est les meilleurs outils. Ceux dont on ne parle pas, comme il dit, on passe devant, on habite à Paris, on passe devant la Tour Eiffel tous les jours, on ne voit plus la Tour Eiffel. On est un touriste, on dit waouh. Voilà. Et lui et Marc, il voit son RevTrack, ça roule tout seul. Mais franchement, c'est pas. C'est un outil qui est installé donc chez EDF, chez de nombreux très gros clients, comme Danone, comme chez L'Oréal. Et c'est un outil qui ne fait pas parler de lui. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que vous avez dit sur la sécurité, parce que c'est un point qui nous a été remonté lors de l'audit. Effectivement, les auditeurs nous ont dit, mais comment vous nous prouvez, vous nous garantissez que quelqu'un, effectivement, ne prend pas... Alors après, il y a l'aspect gestion des habilitations. Hein. On surveille aussi que, par d'autres moyens, que quelqu'un ne prend pas les droits SAP All. Hein. Mais par contre, comment vous assurez que quelqu'un ne va pas aller mettre un truc en prod sans qu'on le sache? Et bien justement, c'est là où on a dit, effectivement, justement parce qu'on a RevTrack, quoi. Voilà. Et dans les grandes MEP très particulières, alors c'est effectivement, par exemple, quand on a fait notre migration Unicode, donc c'était le 14 juillet 2020, on devait la faire à Pâques et puis on ne l'a pas fait pour cause de confinement. Quand on a fait le HP, c'était le week-end de la Pentecôte. Hein. C'est seulement à ces moments-là, et c'est bien tracé, que les quelques personnes clés, ils prennent les droits SAP All. Ouais. Mais sinon, c'est bordé, c'est cadré. Ouais. C'est un add-on qui est sur Solman, c'est ça? Et ça utilise Charm? C'est quoi par rapport à Charm? Alors, on peut dire que c'est le concurrent de Charm. C'est le concurrent de Charm. Sauf que c'est pas du tout la même philosophie. Charm, c'est quelque chose, on va vous dire, c'est ce qu'on entend souvent, hein, Charm, c'est gratuit. C'est sûr qu'il n'y a pas de licence, mais Charm, c'est une solution qu'il faut paramétrer, qui demande des ressources qui sont très spécialisées, qui sont très rares, qui ne sont pas très disponibles pour la mise en place. Par exemple, il y a eu un retour d'expérience à l'ASU, équivalent de l'USF en 2015, je crois, pour Whirlpool. Ils ont essayé de passer sous Charm, et au bout d'1 an et demi, ils avaient terminé un ECC, le paramétrage. Parce que Charm, ça vient avec quelques workflows, ce qu'on appelle des stratégies spécifiques. Et vous, si vous avez quelque chose c'est standard, si vous avez besoin de quelque chose de spécifique, il va falloir le paramétrer. Et ça demande vraiment des connaissances pointues. Alors que RevTrack, je vous dis que la formation d'administrateur, c'est 2 jours. La mise en place de RevTrack, c'est de 1 semaine à 2 semaines sur la complexité. Et souvent, ce n'est pas la complexité technique. Souvent, la difficulté, c'est la définition de votre workflow. Qui prend quelle décision à quel moment? Parce que vous pouvez les multiplier. Parce que quand vous avez un passage en vitesse, quelque chose d'urgent, ou alors le business as usual, voilà, vous avez plusieurs stratégies que vous pouvez déterminer. Qui doit à chaque fois décider d'autoriser ou pas? À chaque étape, quand les transports vont changer de système, vous allez avoir une notification aux personnes qui sont concernées. Elles vont recevoir par exemple sur leur téléphone. Alors c'est votre DSI, le DSI, mais bon, il reçoit une sorte de compétence qui est au golf ce jour-là. Il reçoit sur son téléphone, il peut le valider. Donc c'est vraiment un outil qui rend plus souple la vie, plus facile la vie de chaque personne qui est concernée dans ce processus. Voilà, donc par rapport à Charm, c'est plus rapide à mettre en œuvre. Après, au niveau de l'administration, si pour Charm vous avez un ETP selon la taille de votre landscape, pour RevTrack ça peut plutôt être 1/4 à 1/3 d'ETP. Donc aussi au quotidien, sur les coûts quotidiens, c'est important et ces personnes elles peuvent être libérées pour faire autre chose. Et c'est aussi quelque chose qui permet de modifier vos workflows, votre stratégie à la volée, alors qu'avec Charm, il va falloir refaire du paramétrage, etc. Avec des arrêts, etc. Tandis que là, vous pouvez le faire à la volée directement. Nous, on a 3 administrateurs sur notre RevTrack. Donc, ils ne sont pas à 100%. Donc, ça doit être peut-être 1,5 ETP. Toute la gestion du paramétrage global de... Voilà. C'est difficile d'en parler. En fait, c'est un outil qui se fait oublier. Et moi, je trouve que c'est le meilleur compliment qu'on puisse en faire, puisque c'est un outil qui est là pour vous faciliter la vie.
une API peut-être? Je sais plus. C'est un outil, ça doit être un add-on, un connecteur RefTrack Insight, mais je ne sais pas trop vous en dire. J'ai des équipes techniques qui connaissent ça bien mieux que moi. C'est un outil de ticketing qui est utilisé par l'éditeur RSC lui-même pour ses propres développements. Oui, vous me parlez de ça. Parlez de ça. Ouais. Quelque chose qui est disponible. Oui, puis Jira. avec le service nom également. Est-ce que RefTrack permet un déploiement de RT sur plusieurs paysages? Ça permet le déploiement sur plusieurs paysages et ça permet également, je crois que c'est chez Danone, ils ont une ligne de dev, cal, pré-prod, je crois qu'ils ont 11 prod après. Et donc après, vos requêtes elles vont se dispatcher, elles vont être multipliées. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité de faire des développements parallèles et ensuite de converger vers une seule prod avec un outil qui permet de vérifier s'il n'y a pas des collisions. Un outil qui s'appelle OOPS, qui permet d'identifier s'il n'y a pas des objets qui ont été développés en parallèle et qui peuvent entrer en collision. Et ça va vous lancer une alerte et ça va vous... Donc on monitorer pour savoir s'il a été intégré ou pas. Voilà. Et après, ça va prendre une décision à votre place, hein. C'est une petite automatisation, mais pas jusqu'au bout. La décision finale, elle vous appartient quand même. Vous devez valider quel est l'objet qui va l'emporter sur l'autre. Oui, par exemple, sur le système d'IA, le paysage maître, on va dire, est-ce qu'il a la possibilité de voir qui a intégré dans d'autres paysages? Vous avez une vision, c'est le master RefTrack, donc on a un master RefTrack qu'on installe sur un environnement, toujours un environnement de dev ou un environnement, pas forcément dev, mais un environnement qui est un peu isolé, comme ça permet de l'avoir toujours à disposition, même si vous faites des rafraîchissements, etc. On a le cas chez L'Oréal, ils ont installé le master RefTrack sur un dev, et là ils ont un problème parce qu'on doit migrer, parce qu'ils doivent justement rafraîchir l'environnement, etc. Ça a bloqué l'ensemble des hubs L'Oréal sur toute l'Europe. C'est un peu problématique. Et donc, effectivement, vous avez la vision de l'ensemble de vos systèmes, de vos environnements et de tout ce qui transite.